passer la parole à Jean-Dominique, qui va certainement nous en dire un petit mot aussi, à travers sa présentation, dont je vous dis le titre, mais les titres sont toujours parfois un peu, comment dirais-je, obscurs. Citoyenneté sanitaire et empowerment communautaire, l'avenir des dispositifs en santé. Et là, vous dites, ça va être compliqué. Et non, avec Jean-Dominique, c'est toujours très clair. À toi, Jean-Dominique. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci aux collectifs qui s'activent pour faire vivre un autre possible que celui qu'ils essayent de nous imposer. Merci à mes collègues du CSI, c'est vrai que j'ai l'impression de vivre une aventure magnifique à certains égards depuis quelques années, évidemment dans un contexte qui ne l'est pas, mais c'est comme ça. Et puis un certain nombre d'entre vous avaient eu la gentillesse de venir me dire que j'avais fait partie des premières paroles que vous aviez entendues. En fait, la raison est assez simple, c'est que je suis tombé très vite malade du Covid, j'ai été mis en quarantaine, ça m'a donné plein de temps pour m'intéresser aux données du problème. Et puis comme c'est mon métier, j'ai été chercher les informations relatives à ce qui nous arrivait et en constatant tout de suite. Parce que si on connaît son métier et qu'on sait faire ça, c'était immédiatement visible que la réalité du problème sanitaire que nous rencontrions n'avait rien à voir avec ce que les autorités nous en disaient. Et ça, c'était visible dès le 14 mars 2020. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'on était dans l'anti-science. Tout ce qui nous est présenté comme de la science est en réalité contraire à la science. Alors, effectivement, il se trouve que par ailleurs, je suis un des bons connaisseurs de la corruption systémique. La corruption systémique, Louis vient de le rappeler et je l'en remercie, ça veut dire que les gens individuellement ne sont pas forcément corrompus, mais que si vous n'acceptez pas de participer à la corruption généralisée, notamment en fermant les yeux sur tout ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas faire carrière et vous vous retrouvez éjecté de ce monde-là. Et en fait, c'est ce qui explique qu'autant de scientifiques et de médecins ferment les yeux. Alors il y a des raisons psychologiques, évidemment, il vaut mieux être en déni de certaines réalités, et on voit comment la plupart des gens ne veulent pas savoir. Et finalement, ça serait trop périlleux de se confronter à la réalité des choses, donc il y a un rideau qui se baisse, comme c'est très banal en psychologie, j'ai envie de dire, de tous les jours, mais de surcroît, il y a quelque chose de collectivement organisé, et disons qui a conduit à tous les non-sens dans lesquels nous nous trouvons, mais surtout à cette malhonnêteté fondamentale de la science. Il se trouve que j'ai débunké avec Alexandra Onancode et un collègue à elle, médecin, qui a publié dans les plus grandes revues, toutes les études Pfizer publiées par Pollack dans le New England Journal of Medicine, elles sont toutes truquées. C'est truqué. On voit les trucages, on voit les cohortes qui sont changées, on voit les protocoles qui sont changés a posteriori, on voit les intervalles de confiance qui sont délirants. N'importe quel scientifique intègre qui connaît son domaine, en se penchant sur les données, ne peut qu'arriver à la conclusion que c'est foncièrement malhonnête. Et donc que ça n'est pas valable comme science pour prendre des décisions. L'étude Pfizer à 6 mois, elle est encore pire, c'est-à-dire que relégué au fin fond des annexes, on voit que la mortalité du groupe des injectés est beaucoup plus élevée que le groupe des non injectés. Et ça, en éthique de recherche, ça veut dire qu'on arrête tout de suite. Et ça n'a pas été fait. Donc on était face à de l'anti-science, on était face à de l'anti-santé. Parce que quand un problème à l'ordre de grandeur de l'épidémie de Covid, il y a des règles qu'on connaît parce qu'elles ont été testées, validées au cours du temps, qui est on laisse la société vivre le plus naturellement possible, on n'impose rien de coercitif, on laisse la population s'immuniser, on protège des groupes à risque, et puis on attend en évitant à tout prix de générer des problèmes supplémentaires. Quand vous confinez les gens, quand vous empêchez les enfants d'aller à l'école, vous déclenchez, on le sait par d'autres volets de la connaissance scientifique, des tempêtes de cytokines. Parce que l'isolement dans la peur, ça fait que les gens développent un état inflammatoire réactionnaire, une élévation massive du taux de cytokines, qui était exactement ce qu'on redoutait par rapport au Covid. C'est-à-dire que le Covid, sans problème vasculaire et inflammatoire, est une maladie bénigne, mais avec un problème inflammatoire ou vasculaire, ça peut devenir compliqué. Donc on a créé les conditions qui étaient les plus dangereuses pour les gens, tout en prétendant les protéger.
en leur disant de prendre du Doliprane qui est toxique dans cette situation-là, et en interdisant tous les remèdes qui étaient disponibles. Pour la petite histoire, une étude vient d'être publiée par rapport à cette recherche dans une ville du Brésil, où l'ensemble de la population a été testée. Des gens n'ont pas pris d'ivermectine, d'autres en ont pris occasionnellement, d'autres en ont pris régulièrement. Ça réduit de 92% le risque de mortalité chez ceux qui en ont pris régulièrement. On a aujourd'hui une masse de données à l'appui de ça. Il y a 46 études. Alors évidemment, certaines bien faites, d'autres moins bien faites, certaines sur des tout petits échantillons, d'autres sur des plus grands échantillons, mais 46 études probantes. C'est énorme. L'immense majorité des remèdes qu'on vend en pharmacie n'ont pas une évidence, des données provantes de cette solidité. Et puis les hôpitaux qui ont promu le remdesivir et qui continuent à le faire en Suisse romande, imaginez, n'ont pas le millième de ces données probantes à l'appui de ce qu'ils font. Donc on est vraiment dans quelque chose de proprement délirant sur le plan scientifique, sur le plan sanitaire, sur le plan éthique. Je rappelle au passage quand même qu'imposer une expérimentation médicale à qui que ce soit est interdit par le code de Nuremberg, les conventions d'Oviedo et d'Helsinki, c'est interdit. Forbidden, verboten. Et donc ce qui a été mis en œuvre est totalement illégal, c'est totalement contraire à l'éthique, ça maltraite complètement le droit de la santé et la relation entre le médecin et ses patients, et pourtant, ils le font quand même. Et avec un sentiment d'impunité qui est parfaitement sidérant. Tout ce qui se passe est profondément antidémocratique, c'est illégal, c'est anti-éthique, anti-scientifique, anti-sanitaire. Enfin, on peut accumuler les anti, mais toujours est-il que ça n'aurait jamais dû arriver. Alors tout ça, on le sait tous, je ne vais pas redévelopper ces éléments plus longtemps, mais quand même, nous dire que si quelque chose d'aussi grave et d'aussi problématique émerge, bah, évidemment que ça sort pas de nulle part. Et un très éminent confrère à moi, un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie en Sorbonne, qui est un grand observateur des forces qui travaillent une société, explique qu'à la fin d'une époque, quand une idéologie est devenue obsolète, cette idéologie et les élites qui la portent entrent dans une bouffée délirante. Vraiment, elles deviennent folles, et notamment dans une tonalité paranoïaque que Vincent Pavant et Ariane Biran ont remarquablement bien développé dans leur livre le débat interdit. C'est-à-dire vraiment, il y a une folie qui s'installe avec des incantations, des imprécations qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec des superstitions. Le port du masque est une superstition, comme l'a montré récemment Éric Loridan. Même en salle d'opération, il n'y a pas d'utilité avérée contre la transmission des virus et des bactéries. Et quand vous le faites porter en population générale, au contraire, ça devient un nid à microbes en entravant tout un ensemble de processus physiologiques. Un invité du CSI jeudi nous a rappelé qu'on a un masque intégré. On a déjà un masque dans notre système. Il est configuré comme un masque parce qu'on a survécu pendant des millions d'années au virus. Et donc, on est en train d'imposer des choses qui sont destructrices, qui sont nocives, qui sont toxiques, qui sont meurtrières à certains égards, tout en faisant croire que c'est pour le bien commun et que les autorités ont le droit de l'imposer alors qu'elles ne l'ont pas. Et donc, évidemment que nous sommes dans cet effondrement dont parle Michel Maffezoli, avec des élites qui sont devenues folles et toxiques. Il faut quand même remarquer que votre président de la République a cherché à imposer aux députés de la majorité une soumission à ce que lui décidait. Ça s'appelle de l'impéritie sur le plan constitutionnel. C'est-à-dire que le premier pouvoir, c'est le peuple et les représentants du peuple. C'est le législatif, c'est lui qui décide de la politique de la nation. Et l'exécutif est là pour appliquer ce que décide le législatif. Donc quand l'exécutif dit « vous, membres du législatif, vous devez faire ce que nous on vous dit de faire », c'est un régime de tyrannie, étymologiquement. Et donc vous voyez, quand on parle de déferlement totalitaire, de dictature et de tyrannie, et qu'on se fait dire « non, mais vous exagérez », on est juste dans une description extrêmement littérale de ce dont il s'agit. Alors évidemment que ce sont des moments qui font peur, parce que tout d'un coup la société devient folle, maltraitante, toxique, et avec des logiques de bouc émissarisation, de harcèlement, de persécution. Et le traitement réservé actuellement aux soignants suspendus, on a dit qu'on évitait les mots trop forts, je vais m'en permettre un comme Léo Ferré. C'est vraiment dégueulasse!
Parce que c'est vouloir punir et détruire ceux qui s'opposent à l'injustice. Et quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, évidemment qu'il les réintègre pas. Est-ce que les collabos en 39 ou en 43 auraient réintégré les résistants? Et c'est ça le problème, c'est qu'actuellement le collectif a basculé dans quelque chose de fou et de destructeur. Alors ça dit, je suis là pour vous parler de la santé. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans des dérives comme celles qu'on connaît, c'est que quelque part ça donne le négatif. Tout ce qui est fait pour détruire le bon sens, l'honnêteté, l'éthique, la santé, le respect de l'autre, la dignité de chacun. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de regarder dans l'autre direction. Alors j'ai envie de vous parler d'un homme, le docteur Paul Tournier, qui a créé en Suisse la médecine de la personne, il y a à peu près 70 ans. Et je vais vous raconter très brièvement son histoire. Paul Tournier est quelqu'un qui a démarré de manière un petit peu difficile dans l'existence, puisqu'il a perdu son père à l'âge de 3 mois, et que sa mère est décédée quand il avait 7 ans. Donc il s'est retrouvé orphelin, élevé par un oncle protestant qui n'était pas exactement dans l'effusion affective et la finesse psychologique, et malgré tout, il s'est construit tant bien que mal, et il a choisi de devenir médecin, ce qui est très souvent le cas quand il y a des décès prématurés dans les familles, la descendance devient médecin pour sauver des vies. Et puis il est devenu un très bon médecin, vraiment voilà, très très cultivé, et puis il a vécu coup sur coup 2 ébranlements. Comme c'était quelqu'un d'assez spirituel, il cherchait en même temps à cultiver sa spiritualité, et il a participé à des groupes qui existaient à l'époque, qui étaient les groupes d'Oxford, c'est un courant de la spiritualité protestante, où des gens se réunissaient régulièrement pour partager ce qu'ils vivaient. Et lui y allait en imaginant que ça serait une soirée un peu philosophique, un peu intellectuelle, où on partagerait des théories. Et en fait, il s'est retrouvé face à des hommes, il n'y avait que des hommes, qui parlaient de leur vie intime, comment ils vivaient ce qu'ils vivaient sur le plan professionnel, privé, familial, etc. Alors il était un peu déçu, c'est pas ce qu'il était venu chercher. Il est quand même retourné, et là, à la 3e séance, il a fondu en larmes, rattrapé par son vécu d'orphelin, qu'il avait toujours refoulé derrière sa construction intellectuelle. Et ça l'a beaucoup ébranlé, et sa femme au même moment, les femmes sont des grandes éducatrices pour les hommes, parce que faut éviter les clichés, mais les hommes sont quand même un peu bobets sur le plan affectif, donc on a besoin de vous, mesdames. Et sa femme au même moment l'a interpellé de but en blanc, en lui disant « Mais écoute Paul, tu n'es pas mon mari. Tu es mon médecin, tu es mon professeur, tu es mon pasteur, tu es mon enseignant, tu me parles toujours comme à quelqu'un d'ignorant à qui il faudrait que tu apprennes des choses, mais tu n'es pas mon mari. » Ah bon, ça faisait un peu gros, 2 trucs coup sur coup. Et là, il s'est rendu compte de l'importance de s'intéresser à lui-même et de pas juste être dans un fonctionnement vis-à-vis de ses patients, mais il s'est aussi mis à s'intéresser à la vie de ses patients. En disant, je peux pas juste me concentrer sur le symptôme, il faut que je m'intéresse à la personne qui vient me voir, et avec une compréhension qui a très vite émergé, qui était, moi, en tant que médecin, je peux savoir un certain nombre de choses sur mon patient, que lui ignore. Lui, il sait un certain nombre de choses sur lui-même importantes pour sa santé que moi j'ignore. Puis il y a des choses que nous ignorons tous les deux, et il y a des choses que nous savons tous les deux. Mais il n'y a que dans la rencontre à hauteur Dieu, de personne à personne, dans la recherche d'une construction commune pour l'aider dans son cheminement de santé, que quelque chose de bienfaisant peut se nouer. Et ça a été le début du courant de la médecine de la personne, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, et qui donc attache une importance prépondérante à la relation. Alors ça, la science, la bonne science, la vraie science, l'a complètement revalidé depuis. C'est-à-dire que le même remède pour une même pathologie, donné à l'issue d'une consultation compassionnelle d'1 heure, où le médecin s'est intéressé à son patient, a cherché à comprendre comment il vivait les choses, à partager certaines choses de lui-même qui étaient pertinentes à la demande du patient, est beaucoup plus efficace qu'un médicament délivré au bout de 10 minutes en disant « j'ai reçu vos tests biologiques, voilà ce dont vous avez besoin ». C'est-à-dire que la relation, l'interaction sont indissociables de la santé. Et ce qui rejoint toutes nos connaissances,
Toutes nos connaissances en matière d'intelligence, Gregory Bateson, le très grand anthropologue qui a été entre autres à l'origine de la thérapie systémique, disait il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est pas possible. Un ordinateur peut avoir une puissance de calcul, mais s'il n'y a pas une relation avec un cerveau humain et avec l'environnement dans lequel c'est inscrit, il ne peut pas y avoir d'intelligence. Un cerveau humain n'est pas intelligent. Si on le coupe de sa relation à son environnement, mettez un être humain seul dans une cellule capitonnée sans aucune stimulation extérieure, il devient fou, il devient pas intelligent. Notre intelligence naît des relations que nous entretenons avec les autres et avec le monde. Et donc, Louis a magnifiquement ouvert les choses. Louis est un très grand anthropologue, comme je le dis souvent, et en particulier un très grand anthropologue de la santé. C'est quoi la santé? C'est tout. Tout ce que vous vivez dans votre vie, de la cave au grenier, du matin au soir, de la petite enfance à votre décès, participe à votre santé d'une manière ou d'une autre, avec effectivement 3 caractéristiques possibles. Soit c'est neutre, ça n'a pas vraiment d'effet, soit c'est pathogène, c'est-à-dire que ça endommage votre santé ou ça la met en souffrance, soit c'est salutogène, ça l'entretient. Mais donc votre habitat, le quartier, les relations que vous avez avec d'autres personnes, la manière dont vous vous nourrissez physiquement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, tout ça concourt à votre santé. Et donc le fait d'être en bonne ou en mauvaise santé, finalement, est une réalité, mais aussi une science, parce qu'évidemment qu'on peut avoir une connaissance à ce sujet, qui pour l'essentiel n'a rien à voir avec la médecine, hein, et que l'immense majorité des médecins ne savent pas aborder. Quelle est la différence entre les médecins du CSI et les médecins de la faculté qui trouvent normal de priver de soins des malades du Covid? C'est que les médecins du CSI sont des vrais médecins qui s'intéressent à la santé et qui justement ont été capables de réfléchir à toutes ces différentes dimensions. Alors, j'ai encore 5 minutes. J'ai encore envie de vous parler. Et donc, au fond, si on voulait réellement aborder la question de la santé d'un point de vue scientifique, il faudrait faire une espèce d'inventaire de ce qui est pathogène et de ce qui est salutogène. Par exemple, on voit que dans les relations entre un citoyen et l'administration, il y a assez systématiquement des choses très pathogènes. Vous n'êtes pas pris au sérieux, vous recevez des circulaires extrêmement agressifs dans le ton, même si vous avez raison, vous-même en bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un ensemble de choses qui, pour tout un chacun, est déstabilisant et nocif par rapport à notre santé. Hein, si vous habitez près d'une voie de circulation où passent des camions, dans des bars, c'est pas bon pour votre santé. Et donc on pourrait comme ça réfléchir à qu'est-ce qui est favorisant et qu'est-ce qui est défavorisant. Et là où je parlais d'empowerment communautaire et de citoyenneté citoyenne, de sanitaire, pardon, citoyenneté citoyenne aussi. C'est que, évidemment que nous, on est malheureux parce qu'on est amené à critiquer énormément les pouvoirs en place et ceux qui y sont, parce qu'ils font vraiment des abominations, il n'y a pas d'autre mot. Mais en même temps, il y a aussi des gens bien à beaucoup d'endroits et des choses bien à beaucoup d'endroits. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec l'OMS et notamment ses programmes en santé mentale. Il y a des choses absolument remarquables et novatrices qui s'y font. Et notamment le programme Quality Rights, alors qui est spécifique à la santé mentale, mais souvent la santé mentale est pionnière par rapport aux questions de santé mentale, de santé au sens large. Et Quality Rights, c'est un programme qui vise à vérifier que les réponses de soins sont systématiquement respectueuses des droits humains et des droits des patients. Et ça, si ça avait été le cas dans la crise sanitaire, pas une seule injection sous contrainte de quelque ordre que ce soit ne se serait produite, parce que la règle de base, c'est le consentement libre et éclairé du patient sur la base d'une information loyale et honnête, et il n'y a rien eu de tout ça. On a cherché à forcer les gens avec des contraintes directes et indirectes, avec des informations qui étaient frauduleuses, purement et simplement frauduleuses. Quality rights. Et puis le deuxième élément, c'est de voir comment est-ce que les gens, effectivement, peuvent s'outiller eux-mêmes avec des soignants pour leur propre santé. Et là, j'ai juste envie de vous parler en 3 mots du modèle du collège de rétablissement. J'ai eu la chance de créer le premier de son type en Suisse. Il y en a un à Marseille, il y en a à différents endroits. Collège de rétablissement, c'est quoi? C'est un dispositif communautaire éducatif qui part des besoins d'une communauté en priorité. Au lieu de se dire on sait ce dont les gens vont avoir besoin, on leur demande. Si on devait mettre sur pied rapidement des formations brèves qui puissent vous aider dans votre vie de tous les jours, de quoi est-ce que vous auriez besoin? De quoi est-ce que vous auriez envie qu'on le crée?
savoir mieux communiquer avec votre époux ou votre femme, savoir mieux vous affirmer face à une administration, prendre confiance en vous, savoir faire un CV, un budget, vous désencombrer, gérer vos émotions, cultiver votre spiritualité. C'est quoi que vous auriez envie qu'on puisse vous proposer? Et sur la base des besoins exprimés par les personnes, il y a un groupe multidisciplinaire qui se crée avec des professionnels qui ont une expertise dans ces registres, mais aussi des gens qui ont trouvé des solutions par eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est tout le courant des patients experts ou des pairs praticiens aujourd'hui, c'est que les gens ont des savoirs par rapport à leur propre santé qui sont phénoménaux et que souvent le regard professionnel du médecin ou du soignant vont écarter parce que c'est pas de leur registre. Et donc, dans le collège de l'établissement, on met ça en lien pour pouvoir, après, proposer des formations qui ont comme caractéristique d'être ouvertes à tout le monde et personne n'a à dire à quel titre il participe. Il peut y avoir des soignants, il peut y avoir des patients, il peut y avoir des proches de patients, il peut y avoir des étudiants, des journalistes, des citoyens, des voisins, et personne n'est obligé de dire à quel titre il y participe. Ce qui est extrêmement intéressant dans le dispositif, parce que, évidemment, que si quelqu'un arrive en disant « moi je suis psychiatre », puis l'autre dit « ah moi je suis psychotique », il y a déjà un ensemble de choses qui sont configurées d'une certaine manière. Mais la réelle beauté, c'est que beaucoup de médecins ressemblent à des patients, surtout dans le domaine de la santé mentale. Un certain nombre de patients ressemblent à des médecins, et donc il y a des gens, on ne sait pas qui ils sont. Et avant qu'eux-mêmes choisissent librement de le dire, on ne sait pas. Et après le cours, c'est cette transmission de savoir pertinent, expérientiel et expert, orienté de façon pragmatique. Et ce dont on fait l'expérience, c'est que chacun devient co-formateur des autres. Chacun a déjà trouvé des réponses dans sa propre vie. Chacun a déjà une dignité de conscience et d'intelligence qui fait qu'il est un membre avec une compétence contributive. Les gens ne sont pas des objets de soins, les gens ne sont pas un troupeau à faire avancer dans une certaine direction. Ce sont des personnes avec une dignité, avec une intelligence et avec une capacité contributive qui fait que chacun et chacune a quelque chose de précieux à apporter au collectif. Et d'ailleurs, quand on met ça en œuvre, on observe quelque chose de tout à fait frappant, c'est que dans le binôme entre le professionnel et la personne qui a l'expérience de la difficulté, une personne bipolaire ou une personne schizophrène qui a entendu des voix ou une personne qui s'est rétablie de l'addiction, quand c'est fait comme ça, c'est toujours le professionnel qui est dans ses petits souliers. Au lieu d'être là, je sais, je vais vous expliquer, la haute autorité de santé a dit que n'importe quoi, eh ben non. Le professionnel, il est là, il écoute, et il sent qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Lui aussi, il sait de quoi il parle. Il s'agit surtout pas de disqualifier les savoirs professionnels. Les professionnels, ils développent au contact des personnes souffrantes une expérience de vie avec une sagacité, une intelligence, une bienveillance, une générosité. Donc il s'agit surtout pas d'opposer les deux. Mais voyez, tout d'un coup, le professionnel, il est plus en roue libre du pouvoir qu'il peut avoir sur les autres. Il est en binôme de quelqu'un qui a traversé des difficultés souvent dures et qui en a émergé. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'on va. Effectivement, la suspension des soignants est absolument dégueulasse, comme je le disais. Et puis en même temps, comme je l'ai dit à Lyon, si vous êtes suspendu, au fond, tant mieux. Parce que c'est un monde toxique, c'est un monde malveillant, maltraitant, et ils ne vous méritent pas. Et vous, vous méritez mieux qu'eux. Et donc je pense qu'on a vraiment des réponses en santé extraordinairement créatives et intéressantes. C'est comme un enfant. Quand vous le considérez comme une personne qui a quelque chose à dire, même un enfant de 3 ou 4 ans peut vous apprendre quelque chose. C'est extraordinaire. Mais ça prend que nous soyons dans cette humilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre rôle d'adulte à jouer, bien sûr, à maints endroits. Mais il faut aussi qu'on sache respecter la personne que nous avons en face de nous. Et puis je terminerai vraiment avec ça, Eric. Il y a un dernier élément que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il est passionnant. Il y a actuellement tout un courant d'études sur les rémissions et les guérisons inexplicables. Des gens, cancer terminal de phase 5, 3 semaines à vivre, 10 ans après ils sont vivants, tout a disparu. Et ce genre de cas, pendant longtemps, a, excusez mon français, emmerdé la médecine.
Mais il devait mourir. C'est pas scientifique qu'il soit pas mort. Et il y avait vraiment, mais je m'excuse de le dire, quelque chose de contrariant pour l'institution médicale dans cette trajectoire de vie. Et heureusement, il y a une docteur en psychologie de Harvard et un docteur en psychiatrie de Harvard qui se sont intéressés à ça. Jeff Redinger, il vient de publier un livre Guéri chez Jean-Claude Lattès, lisez-le, où il a fait une collection de trajectoires de vie avec des guérisons inexplicables en disant, mais est-ce qu'il y a un point commun? Et il est arrivé à la conclusion, mais j'arrêterai là parce que je donne terre, donc à vous de faire la suite, qu'il y avait en fait 4 santé essentielles qui étaient la santé immunitaire, la santé alimentaire, la santé de la gestion du stress et la santé de son identité et du sens de sa vie, et que si on intervenait sur ces 4 dimensions avec des professionnels qui soient capables d'entrer en matière avec des patients par rapport à ses besoins et des groupes de patients qui permettent des partages d'expériences et de compétences, et ben à ce moment-là, même des conditions qui semblaient condamnées, et évidemment que tout le monde ne peut pas guérir de tout, je suis pas en train de dire qu'il y a des solutions miracles, mais je suis en train de dire que les possibilités innées de guérison à l'être humain sont beaucoup plus ouvertes et que le potentiel est beaucoup plus élevé que ce que la médecine étriquée en est venue à considérer. Donc voilà, la médecine est en pleine implosion, la science est en pleine implosion, la santé publique est en pleine implosion. Au fond, c'est une bonne nouvelle. Nous méritons mieux que les formes dégénérées qu'elles ont adoptées ces derniers temps. Merci. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Alors évidemment, ça, on peut résumer ça par une phrase qu'on utilise souvent entre nous, chez Covisoin, dans d'autres domaines, c'est que le patient a besoin de devenir acteur de sa santé et que c'est l'acteur principal en réalité. Hein, il a le rôle principal et c'est à nous de l'accompagner, les soignants. Voilà. Alors c'était parfait. Tu as évidemment dépassé de 5 minutes, le temps est parti, mais c'était prévu. Donc je te remercie.